Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Ici commence le numéro 19B de ma série des mises au point. J'ai en effet il y a quelques jours publié un numéro 19, on va désormais l'appeler 19A, dans lequel je parlais, à propos de l'Argentin Javier Milei, du naufrage, je cite le titre de ce 19A, je parlais du naufrage de l'illusion libertarienne. Alors, comme il m'est arrivé à moi aussi à l'occasion de me définir, si vous voulez, doctrinalement comme libertarien, à partir de là, évidemment, je pouvais m'attendre à la question. S'il y a une illusion libertarienne, si le libertarianisme, ou au moins certaines formes de libertarianisme, constituent une illusion, alors qu'en est-il de votre propre position, Modeste Schwartz? Est-ce que du coup, vous aussi, vous bourriez le mou, suivant ainsi donc la méthodologie du courrier des boomers, où je publiais à l'époque, ou bien si tel n'est pas le cas, alors il faut rentrer en matière. Faut préciser substantiellement en quoi pourrait consister un libertarianisme qui soit autre chose qu'une illusion. Effectivement, tant qu'on reste dans une sorte de nominalisme, parce que, à cause de la situation à laquelle je faisais allusion déjà dans le premier volet, dans 19A, c'est-à-dire que, il n'y a jamais eu finalement de régime libertarien. Donc le libertarianisme en est un peu à la situation qui était celle du socialisme au début du XXe siècle, avant 1917. Exactement d'ailleurs comme il n'y a jamais eu, à proprement parler, de régime anarchiste. Des situations d'anarchie, ça oui, mais des régimes anarchistes, non. De régimes anarcho-capitalistes, pour citer quelques-uns de ces mots avec lesquels, par exemple, aime bien jongler justement Javier Milei. Donc vous voyez, ça on peut le faire à l'infini. On va se déclarer libertarien, et puis il y a un autre qui va aussi dire qu'il est libertarien, mais au dernier moment il reçoit Zelensky. Oh là là, alors ça, oh la tuile, bon. Alors non, attendez, en fait je suis pas libertarien, je suis anarcho-capitaliste, vous voyez, bon. Et puis comme ça, bien évidemment, on n'en finira jamais. Donc à un moment, il faut bien sortir de l'ambiguïté, dont on ne sort qu'à ses dépens. Et moi, j'ai l'impression que, en ce qui me concerne, ce moment est venu, que j'en ai probablement déjà trop dit pour ne pas finir par dire le fond de ma pensée. Et donc par définir ce libertarianisme, cette doctrine politique qui, de mon point de vue, pourrait être autre chose qu'une illusion, à la différence notamment de ce que vous vend Javier Milei. Alors j'y faisais déjà allusion dans le premier volet. Javier Milei, il se dit libertarien, un peu comme Éric Verregue en France. Alors qu'en réalité, ce sont des libéraux ou des ultralibéraux, si vous voulez, classiques, manchestériens, dirait Verregue, donc des libéraux du 19e siècle, un peu égarés comme ça dans les premières décennies du 21e siècle, ou cherchant à vous égarer, plus exactement, mais qui se part de cette étiquette de libertarianisme, parce que c'est une étiquette quand même encore relativement neuve, donc que beaucoup de gens sont susceptibles de trouver quand même un peu plus sexy, parce qu'on dit libéral, vous voyez, libéralisme, on pense Minck, Madelin, Pascal Lamy, tout ça, ouais. Tout de suite, voilà, c'est plus vraiment les productions Marc Dorcel, alors que libertarien, alors attention, attendez, le libertarianisme, bah oui, comme Alex Jones, comme Trump, Trump des campagnes, une fois à la présidence, on n'avait plus tellement l'impression. Mais bon. Alors qu'est-ce qui, de mon point de vue, fait que au moment où on sort du rêve, du verbiage libertarien, et qu'on en arrive à la réalité, par exemple, de propositions politiques, tout d'un coup, on va se rendre compte que les soi-disant libertariens sont en réalité des libéraux manchestériens, des libéraux du 19e siècle. Eh bien, c'est tout simplement le moment où on va enfin comprendre que leur doctrine de la liberté, plus exactement des libertés individuelles, c'est simplement une doctrine des libertés du possédant, des libertés du propriétaire. En d'autres termes, que c'est une doctrine politique qui s'applique exclusivement à l'homo economicus. Donc, tant qu'il s'agit de produire, de consommer, d'acheter, de vendre, de passer contrat, etc., la doctrine est applicable. Oui, mais attendez, la vie humaine,
C'est aussi, par exemple, occuper un espace, avoir un territoire municipal, régional, national, impérial, ce que vous voulez, se défendre contre de possibles agressions, de petites délinquances au coin de la rue ou de grandes armées d'invasions militaires étrangères, etc. Et donc les fameux, les pseudo-libertariens, si vous voulez, sur ces aspects-là de la vie humaine, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Bah, strictement rien en réalité, hein. Et d'ailleurs, ils vous le disent. Au courrier des boomers, par exemple, on vous le répète quand même assez souvent, que bon, bah, il faut maintenir l'État, ou ramener l'État plus exactement, dans ses prérogatives régaliennes. Du coup, il n'est pas étonnant du tout non plus que les stratèges du booméristan se déclarent souverainistes, hein. En effet, ces prérogatives régaliennes, cette souveraineté, bon, bah, c'est quoi? Ben, c'est l'État, mais l'État tel que l'a produit ce que moi, dans mon ouvrage Covid de l'été 2022, j'appelais le deuxième Occident, hein, c'est-à-dire l'Occident des monarchies absolutistes, hein, des monarchies centralisatrices. Alors, il y a juste un petit problème historique, hein, avec ça, donc avec cette nostalgie de l'Ancien Régime, si vous voulez, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. C'est que cet État d'Ancien Régime, il était lui-même, il se surimposait, hein, il avait pour socle une société qui était une sorte de société de caste, hein, donc pas organisée comme la société des castes d'Inde du Nord, si vous voulez. Mais enfin, il y avait au moins deux grosses castes, hein, deux castes principales, qui étaient bah, les roturiers et la noblesse. Or, cette structuration sociale en caste, comme le relevait d'ailleurs Jouvenel dans son traité sur le pouvoir, avait, d'un point de vue politique, du point de vue de l'organisation de l'État, des répercussions pratiquement incalculables. Donc par exemple, à l'époque, vous avez déjà des services secrets, hein, notamment britanniques, ils étaient très en pointe. Mais enfin, vous n'avez pas vraiment de police politique pour une raison simple, hein, ou d'état de la surveillance, comme on dirait aujourd'hui, de société de la surveillance, mais pour une raison simple, c'est que surveiller l'activité politique, les idées politiques des roturiers, qui de toute façon, par définition, ne peuvent pas accéder au pouvoir, dans un système d'ancien régime, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il est vrai que cet état d'ancien régime s'ingérait assez peu dans les affaires économiques. Mais ce qui en réalité le définissait encore davantage, c'est que la roture, hein, les vilains, hein, les non-nobles, eux-mêmes ne pouvaient absolument pas s'ingérer dans les affaires militaires, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas exercer de dignité publique, hein, être ministre, archevêque, que sais-je? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas porter d'armes. Enfin bon, pour les archevêques c'était moins grave, mais disons je parle des fonctions de l'État. Mais du fait qu'ils ne pouvaient pas porter d'armes, la conséquence quand même bien pratique de leur point de vue, c'est qu'on n'allait pas non plus leur demander, et encore moins les obliger à en porter, hein. Dans les sociétés d'Ancien Régime, il n'y a en général, alors à part quelques exceptions, sur les marches, disons les marches du monde occidental, hein, vous avez les Hongrois par exemple, avaient une sorte de peuplade cosaque à eux, qu'ils appelaient les sicules, bon, les sékaïaques en hongrois. Bon, mais ce sont des exceptions, hein, des exceptions marginales. En général, dans l'Occident historique du Second Occident, de l'Ancien Régime, la roture ne porte pas les armes. Donc, vous voyez, là, il y a un petit problème historique, et qui est que lorsque Éric Verreck vous dit la sécurité sociale, c'est très mal, c'est de la dégénérescence culturelle. À force de sécurité sociale, les descendants vont s'arrêter de faire des gosses parce qu'ils se disent oh bah quand on sera vieux c'est la sécurité sociale qui s'occupera de nous. Tout cela est d'une certaine manière vrai, mais le constater relève d'une myopie historique absolument effarante. Parce que cet odieux prolo pue la sueur, hein, qui, à la faveur donc des malversations du CNR, hein, dans l'après-guerre au XXe siècle, finit par hériter d'une sécurité sociale universelle, du welfare state, hein, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ben, son arrière-arrière-grand-père, déjà, il avait été appelé sous les drapeaux, hein, par Napoléon. Napoléon, culmination, hein, achèvement de la Révolution française. Et donc le boomer, lecteur de son courrier des boomers, qui trouve tellement scandaleux, hein,
que Bruno Le Maire, hein, le très dilaté, vienne lui fourrer la main dans la fouille pour aller financer de la sécurité sociale aux prolos, aux gens qui ne sont rien. Oui, d'accord, c'est vrai qu'on ne lui demande pas son avis, mais enfin, l'arrière-arrière-grand-père du bénéficiaire de la dite sexoc, bah, on ne lui avait pas demandé non plus son avis quand on l'a envoyé se faire étriper, vous voyez, à la Bérésina, à Austerlitz, parce que bon, même quand c'est des victoires, hein, bon, on laisse, il y a forcément une partie des soldats qui laissent leur tripes sur le pavé quand même. Donc tout cela relève bien d'un seul et même contrat social, le nouveau contrat social inauguré à partir de la Révolution française et de l'Empire, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé le Troisième Occident, l'Occident démocratique. Et voilà pourquoi je pense que s'insurger contre l'ingérence de l'État dans les affaires économiques, et uniquement dans les affaires économiques, tout en continuant, hein, en bon Charlie bien fragile, à exiger l'omniprésence, en réalité, de ce même État dans ce qu'on va appeler les questions régaliennes, hein, donc un flic, si vous voulez, derrière chaque retraité, pour le cas où tel Samir, tel ou tel Ahmed, dans le RER, les regarderait méchamment, hein, ou derrière chaque pain bêche, qui, n'est-ce pas, mon corps m'appartient, je l'expose autant que je veux, jusqu'où je veux, quand je veux. Et si jamais ça vient se heurter à telle ou telle réalité hormonale de l'espèce humaine, eh ben, je compose le 101, j'active une sonnette d'alarme, j'exige la reconnaissance faciale, hein, de tous les violeurs potentiels, hein, aussi jadis connus dans l'ancienne normalité sous le nom de mâles. Bon, tout cela est évidemment parfaitement illusoire, hein. L'illusion de ce pseudo-libertarianisme, en fait, elle est là, et elle est en réalité déjà nichée dans ce mot même de liberté. Alors déjà, c'est très bien, hein, comme le fait TV Liberté par exemple, c'est très bien de le mettre au pluriel, hein, de parler des libertés. Bon, ça immunise déjà en partie contre certaines grandes illusions totalitaires, vous voyez, la liberté du peuple, hein, du peuple soviétique, bon, que sais-je. Seulement, quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que l'humain étant par définition social, hein, ça Aristote était déjà au courant, donc c'est dire, euh, la liberté, en fait, de l'individu isolé, à vrai dire, elle n'a aucun sens. Elle a si peu de sens que, justement, dans l'Ancien Régime, même un peu avant l'Ancien Régime, hein, plutôt dans ce que j'appelle le premier Occident, hein, l'Occident médiéval, une telle liberté était plutôt conçue comme une damnation, hein, et comme une condamnation. À vrai dire, c'était une punition qu'on pouvait laisser s'abattre, que les pouvoirs, notamment ecclésiastiques, pouvaient laisser s'abattre, par exemple sur des hérétiques. Puisqu'à l'époque, il n'y a pas de nation, hein, finalement, la seule nation que connaît le Moyen-Âge, c'est la nation chrétienne, c'est un peu un équivalent de ce que les musulmans d'aujourd'hui appellent pour le monde islamique la Ummah. Et les droits et les libertés qu'on considérera plus tard comme naturels, hein, dans le cadre du juste naturalisme, qui est issu du catholicisme en réalité, bon, euh, ne s'appliquent en réalité qu'aux membres, hein, de cette Oumma, de cette nation chrétienne. Donc à partir du moment où vous êtes excommunié, vous devenez libre comme l'air. L'allemand de la langue allemande de l'époque disait libre comme l'oiseau, hein, Vogelfrei. Et c'était pas un état d'exception envié, vous voyez, c'était pas un idéal, c'était pas une utopie de la société de l'époque. C'était un cauchemar, c'était l'une des pires punitions dont on puisse menacer un hérétique, un dissident, c'est la condamnation qui avait au début pesé sur Martin Luther. Et ça, je pense que beaucoup de ceux qui se sont, en 2020-2021, opposés à la dictature dite sanitaire, ont eu l'occasion, sans lire beaucoup de traités d'histoire, Aristote, Luther, etc., de s'en rendre compte dans les faits, hein, d'en faire l'expérience la plus concrète, hein, qu'à partir du moment où un totalitarisme se met en place, pour pouvoir lui résister, il vous faut avant tout des alliés, des complices, il vous faut une communauté.
Parce que bon, si c'est pour être libre tout seul, comme ça, comme individu atomisé, voyez, vous récriez, vous gesticulez, vous brandissez éventuellement des pancartes. Je suis libre, oui, bon d'accord, vous êtes libre. Et entouré de gens qui vont vous dénoncer, qui vont vous fermer des portes, des vitrines au nez parce que vous ne portez pas tel ou tel insigne religieux, sanitaire, pardon, enfin, vous voyez, le niqab, bon, voilà. Et là, on se rend compte que, ben, tout simplement, compte tenu des conditions concrètes qui sont celles de la vie de l'espèce humaine sur Terre, hein, donc ça, ce sont des prémices théoriques que la pensée occidentale a toujours cherché à écarter. La pensée occidentale, l'espèce humaine, elle est plutôt contre. Hein. Ça fait partie des conclusions des, 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 des des grands résultats, on va dire, de mes recherches philosophiques. Hein. L'Occident s'est construit contre l'espèce humaine. Mais à partir du moment où on accepte de prendre en compte hein, cette réalité des conditions réelles, concrètes de la vie de l'espèce humaine sur Terre, on se rend compte que le seul sujet possible des libertés, ça n'est pas un individu isolé, ça n'est pas l'individu atomisé de la société État-national, c'est la communauté. Et là aussi, il faut tout de suite mettre en garde contre les jeux de mots, parce qu'il y a des gens qui vont vous parler de la communauté nationale, hein, ou alors, à l'époque des grands partis de classe, hein, au PC, la classe ouvrière, voyez, une communauté. Ou alors à ce compte-là, la communauté soviétique, hein, qui était une communauté impériale, voyez. Bon, tout ça, c'est évidemment du vent. La communauté, ce sont des gens dont vous connaissez le prénom, qui connaissent votre prénom, auxquels vous êtes généralement, pour certains au moins, liés par des liens du sang. Et si vous ne l'êtes pas, vous auriez pu l'être, ou il se pourrait encore qu'un jour vous le soyez. Donc la communauté, si vous voulez, c'est sinon et très exactement ce que les anthropologues appellent la tribu ou le clan, à ne pas confondre d'ailleurs, mais c'est du moins quelque chose qui en est issu et qui ressemble et qui en termes de taille notamment se trouve plutôt hein, du côté de la tribu, du clan, de la famille élargie que du côté de l'État-nation à 80 millions d'habitants, de l'Union européenne, l'Union soviétique, le BRICS, voyez. Et du coup, on peut revenir à la question, que devrait être le libertarianisme pour avoir une chance d'être plus qu'une illusion? Eh bien, la réponse est là. Le libertarianisme non illusoire, eh bien, c'est un communautarisme. Alors bien sûr, se constituer en communauté, vivre en communauté, ça n'empêche absolument pas de passer des alliances avec d'autres communautés, éventuellement de consolider ces alliances sous des formes fédératives, etc., etc. Mais il faut bien voir tout de même que pour qu'un modèle social puisse être décrit comme communautaire, comme communautariste, eh bien il faut tout de même que l'essentiel de ces fameuses fonctions régaliennes, hein, non économiques, et notamment des fonctions de sécurité, soit assumé par la communauté elle-même. Hein. Donc je suis désolé, mais à un moment il faut faire un choix. Hein. Vous voulez les libertés? Très bien. Ça veut dire qu'il faut aussi demander et accepter le port d'armes, les juges élus par la communauté, la possibilité de la vendetta, hein, parce qu'il n'est pas certain qu'une communauté, notamment une petite communauté d'hommes, pourra se permettre l'investissement quand même considérable d'une force de police et de justice à l'année, hein, à temps plein, de gens qui ne s'occupent que de ça. Le port d'armes, ça sert aussi à ça, hein, l'autodéfense. Et à mon avis, une fois qu'on a dit ça, bah, on a aussi dit que les communautés libertariennes seront nécessairement des communautés fermées. Hein, c'est-à-dire dans la typologie de Karl Popper, du mentor de George Soros, non pas des sociétés ouvertes, mais justement des sociétés fermées. Parce qu'à partir du moment où vous appropriez votre souveraineté, y compris en matière de sécurité, de survie, il est bien évident que vous n'accepterez pas hein, spontanément, vous n'accepterez de le faire qu'avec des gens en qui vous ayez confiance. Alors que cette confiance repose sur les liens du sang, sur la famille élargie, ou sur d'autres affinités, d'autres principes, ça, à la rigueur, à chacun de voir. Mais ce principe même de la confiance comme liant, comme ciment d'une communauté concrète, il ne peut pas être remis en cause.
Ce qui implique que l'universalisme moderne, voyez, celui des droits de l'homme, ou au moins des droits du citoyen, hein, c'est-à-dire l'État-nation moderne du Troisième Occident, comme une sorte de première marche en direction finalement de l'État mondial. Hein, ce que tous les États-nations du Troisième Occident en réalité étaient. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont fini par se livrer des guerres qui ont été les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité, étant donné que c'est le principe, vous savez, du film Highlander, c'est-à-dire à la fin il n'en restera qu'un, puisqu'ils ont tous finalement comme dernier horizon le mondialisme, l'État mondial. Éric Verreg, donc, qui dans une vidéo, je crois, on pourrait la retrouver, datant de ce printemps ou de cet été, du début de l'été, je crois. Alors, le thème, c'était en principe les CBDC, hein, les crypto-monnaies de banque centrale, et bon, la dictature bancaire, hein, avec les monnaies colorables, donc la possibilité, hein, dont rêvent tous les Davosiens, hein, de Washington à Moscou, en passant par Bruxelles, New Delhi, Johannesburg, et évidemment surtout Brasilia. Donc la possibilité pour les banques centrales, non contentes d'émettre l'argent que vous utilisez, de pouvoir décider ce que vous aurez le droit et pas le droit d'en faire. Alors jusque-là, vous voyez, on était d'accord. Hein, bon, il s'agit bien de refuser l'extension illimitée, hein, vous voyez, des prérogatives de l'État, en l'occurrence en matière économique. Donc l'homo economicus veut s'affranchir de l'État moderne, de l'État tel qu'il émerge de l'État national du Troisième Occident, et donc il se dit libertarien, tout va très bien, on est tous d'accord, c'est super. Et là, tout d'un coup, Verreg dérive, glisse, enfin de son point de vue, à mon avis, non. De son point de vue, c'est vraiment la même idée. Bon. Et il commence à vous expliquer que, vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez un petit pécule, hein, un patrimoine. Hein, bon, ça, je dirais, c'est vraiment l'axiome du boomérisme. Hein, c'est-à-dire la pensée boomérisée, elle commence là. Enfin, c'est la première phrase. Hein, donc dans la Genèse, c'est le ciel et la terre. Vous voyez, là, c'est donc j'ai un petit patrimoine. Voilà, on part de là. Hein, alors, comment je l'ai acquis, dans quelles conditions, historiques, familiales, est-ce que je l'ai hérité, est-ce que je l'ai gagné, est-ce que je l'ai gagné au BDF, est-ce que je... Bon, ça, là, non, on ne va pas en parler, c'est des histoires privées. Voilà, donc on part de là, hein. J'ai un petit patrimoine, et j'ai envie de m'acheter quelque part une résidence secondaire, vous voyez, donc, dans un village. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que du point de vue du stratège Verreg, cette communauté villageoise, eh ben, c'est comme la BCE, hein, c'est comme la Fed, c'est comme la Banque centrale, c'est l'État. Hein, donc c'est la méchante contrainte étatique contre laquelle se révolte le libertarien. Et au passage, vous découvrez que le libertarien est en réalité un adolescent de mai 68, hein, et que l'État, finalement, d'un point de vue psychanalytique, pour lui, c'est papa. Hein. Donc, il faut obliger papa à nous donner la permission de minuit. Verreg, en effet, vous explique à ce moment-là que, mais attendez, on va quand même pas accepter que, par exemple, le conseil municipal, tout de même représentatif, hein, de la population, des habitants du dit village, on ne va pas accepter que ce conseil municipal ait son mot à dire sur l'achat de la dite résidence secondaire. Hein. Donc, libéralisme manchestérien, il y a un vendeur, hein, il y a un possesseur de biens qui veut s'en débarrasser dans le dit village, même si tous ses voisins sont contre. Il veut le vendre à un étranger venu d'on ne sait où, avec quelles mœurs, quelles habitudes, est-ce qu'on peut lui faire confiance? On ne sait pas, mais enfin c'est un acheteur, il a l'argent, un contrat peut être passé en bonne et due forme, hein, de façon consensuelle, liberté des deux parties, et du coup la transaction est valable, les voisins, hein, la communauté villageoise, n'a rien à dire à ce propos. Mais attendez, du coup, si on étend ça par exemple au cas des migrations illégales. Hein. Si la communauté villageoise n'a rien à dire à ce propos, qui va finalement avoir la haute main? C'est-à-dire si par exemple la communauté décide de se rendre justice elle-même ou de se constitue en pouvoir exécutif, vous voyez, et empêche le boomer à pécule, hein, de venir s'installer dans le bien qui est pourtant à vendre.
Bon, ben, à qui est-ce que le boomer à pécule, hein, avec ses belles bajoux de Second Empire, va s'adresser pour faire valoir son droit souverain, hein, de libéral manchestérien à l'achat au placement de son fameux patrimoine, à l'achat de sa résidence secondaire? Eh bien entendu, à l'État central. Et là, tout d'un coup, Gérald Darmanin ne sera plus un ennemi, vous voyez? C'est pour ça que, pour ma part, je pense que le courrier des boomers, c'est quand même essentiellement la communauté en ligne de tous les boomers qui n'ont pas encore compris qu'ils allaient voter Macron en 2027. Et c'est ce qui vous explique que ce pseudo-libertarianisme soit aussi profondément immigrationniste et sans frontiériste. Puisque selon la même logique, hein, vous avez ce qui a été si joliment rebaptisé les métiers en tension, hein, c'est-à-dire des boomers propriétaires d'entreprises qui n'ont aucune intention de verser des salaires décents, notamment à des blancs venant bosser pour eux. Eh ben, du moment qu'il y a un marché mondial autoproclamé de la main-d'œuvre, eh ben, eux, ils considèrent qu'il est de leur droit divin, hein, de boomers démocratiques, d'importer la moitié de l'Afrique, le sud de l'Inde, enfin bon, pour que finalement on ait quand même quelqu'un pour servir leurs apérols spritz aux boomers et pour faire la plonge après, sans avoir pour autant à sacrifier la marge de profit, hein, faut pas exagérer. Donc, le no-borderisme, hein, les frontières poreuses, on garde. L'euro, évidemment, on garde. Vous vous rendez bien compte, c'est dans l'euro qu'est liblé le fameux pécule, hein, le patrimoine. Bon, donc la chaîne patrimoine, c'est la chaîne euro. Hein, c'est les chaînes de l'euro, d'ailleurs. Alors, il y a ceux qui les portent, et puis il y a ceux qui ont la clé du cadenas. Hein, on se positionne différemment selon le... Bon. Alors, bien entendu qu'à partir de là, au bout d'un moment, il ne pourra plus être question de Frexit. Hein. Parce que ils auront beau vous dire l'étau xénocratique, mais attendez, c'est qui la fameuse xénocratie là? C'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, il est pas afghan. Bolloré, il est guarani, il est aztèque, il est toltèque. Non, moi il me semble que c'est un nom breton en fait. À Bruxelles, on parle beaucoup allemand, certes, mais enfin énormément français aussi. Hein. L'appareil bureaucratique de la xénocratie bruxelloise, il est en grande partie, c'est de la bourgeoisie parisienne ou lyonnaise, si vous voulez. Bon. Donc vous voyez, il y a un côté Mr. Jekyll, il y a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Donc, Docteur Boomer ouvrant sa tablette le matin, hein, pour lire le dernier éditorial d'Édouard Husson, vous voyez. Oh là là, cette xénocratie, oh là, ces européistes là, mais c'est terrible. Et puis dès qu'il sort dans la rue, vous allez voir apparaître Mister Boomer. Hein, Mister Boomer, donc une fois qu'il s'est installé en terrasse, hein, c'est son lieu providentiel dans les termes de la philosophie aristotélicienne. Et bien déjà, il lui faut toute la diversité du monde hein, pour servir l'apéro Spritz. Mais attention, pas la diversité djihadiste, hein, parce que ceux-là, de temps en temps, ils se mettent à mitrailler les terrasses, etc. Et donc, alors là, quand même, hein, Darmanin. Hein, donc l'immigration de masse, oui. L'islamisme, non. La société de surveillance, la reconnaissance faciale, la dystopie totalitaire, etc. Non. Ah, oui, mais le féminisme, la mini-jupe de droit divin omniprésente et intouchable, ah ça oui. On va donc avoir besoin, hein, Mister Boomer va avoir besoin d'une instance pratiquement divine, hein, pratiquement providentielle, hein, d'un Deus ex machina, qui va distinguer le bon grain de l'immigration de masse de l'ivrée islamiste, le bon grain des gentils boomers anti-vax qui veulent juste leur liberté civique, de livrer hein, des sales racailles qui s'en prennent aux femmes, vous voyez, des Gérard Depardieu à babouche. Autre façon de dire que Mr. Boomer, il a un véritable appétit de Léviathan. Hein, c'est-à-dire, il voudrait revenir au XVIIIe siècle, hein, de la société du philosophe anglais Hobbes, hein, qui donc crée ce Léviathan, hein, c'est le nom mythologique qu'il donne à l'État, à cet État absolutiste, centralisateur, à cette bureaucratie étatique en cours de constitution.
Mais alors simplement, Mister Boomer, il voudrait ramener ce Léviathan donc, du XVIIIe siècle où on l'avait inventé, bon, jusqu'à notre année, notre an de grâce 2023, mais alors à la stricte condition qu'il oublie totalement tout ce qui s'est passé entre-temps. Hein. Donc Léviathan, tu ne te souviens pas, hein, amnésie organisée, tu ne te souviens pas de la Révolution française, de l'Empire, du 19e siècle, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide. Hein. On reprend tout en 1991, en gros comme si rien ne s'était passé. Et donc surtout, attention, hein, tu vas pas te mêler de nos histoires économiques. Hein. Léviathan, oui, alors oui, bien sûr, mais ma cassette et tout ce à quoi elle me donne un droit divin. Hein. Donc la résidence secondaire, la chaîne patrimoine, les loufias diversitaires. Et donc le Léviathan, hein, qui est bon enfant, hein, il va dire ah oui, d'accord, je comprends, Mister Boomer, oui oui oui, comme Alexa, hein, vous voyez vous savez le robot domestique, l'intelligence artificielle, bon, ah d'accord, oui alors pas les, non non, pas la cassette, pas les trucs économiques, j'ai compris, je vais m'y tenir. Parce que, vous voyez, finalement, Léviathan, c'est pas le mauvais gars. Il est de bonne composition, hein, donc dans l'esprit des boomers, il faut comprendre. Alors même que, par ailleurs, vous voyez, il se conserve quand même hein, la possibilité de mobiliser tous les hommes, maintenant on parle même des femmes d'ailleurs, en Ukraine, bon, tous les hommes entre 18 et 60 ans, vous voyez, et que d'ailleurs le boomer trouve ça formidable. Hein. Alors si c'est le boomer LCI, il trouve ça formidable quand ça se passe en Ukraine, si c'est le boomer du courrier des boomers, il trouve ça formidable quand ça se passe en Russie, en général, tant que ça se passe assez loin, hein, donc dans des pays où les gens parlent des langues à 6 ou 7 cas de déclinaison, avec des palatalisations spontanées et tout ça, ils trouvent ça très très bien. Alors bon, il faudrait quand même pas faire ça à la maison. Donc pareil, hein, Léviathan, tu me promets, le patriotisme c'est formidable, hein, défendre la patrie au péril de sa vie, c'est formidable, donc quand ça se fait au service donc, de Monsieur Poutine hein, ou de Monsieur Zelensky, c'est très bien, mais alors pas chez nous, hein, pas chez nous. Ce qui fait que de Dr Boomer, hein, tout en préparant son non-Frexit, hein, son Frexit mais sans renoncer à l'euro, sans renoncer au petit personnel diversitaire, etc., il peut aussi peupler ses moments perdus, qui sont très nombreux, il est à la retraite, hein, avec de menues activités de supporters, hein, donc il peut encourager les équipes, hein, aussi connues sous le nom d'armée, d'une non-guerre. Hein, voyez, donc en attendant le non-Frexit, on va s'intéresser au tout dernier développement hein, de la non-guerre. Donc bon, je referme là cette parenthèse. Hein, je pense qu'on a déjà consacré assez de temps à ces loisirs donc en retraite hein, la section non-vax de LR. Je pense que ça a eu au moins le mérite de nous fournir un assez bon exemple de ce que un libertarianisme non illusoire ne pourrait en aucun cas être en nous aidant par conséquent à comprendre ce qu'un libertarianisme non illusoire, à mon avis, devra être, c'est-à-dire, pour l'essentiel, un communautarisme. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis, comme d'habitude, circulez, il n'y a rien à voir.